Depuis qu'il a été vacciné contre le Covid-19, Pascal Mertens n'arrive quasiment plus à se déplacer. Je suis un adulte dans le corps d'un enfant. Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. Pour sa famille, il fait partie de l'infime partie de la population souffrant de séquelles post-vaccinales. Elle se sent abandonnée par l'État comme par le corps médical. Les mois passent et rien ne bouge. Rien du tout. Parce que ces malades n'existent pas. Ils ne sont pas censés exister. Fin du débat. Je me sens comme un papy de 90 ans qui se contente de végéter dans son coin. Pascal, 35 ans, est convaincu que le vaccin contre le Covid, qu'il a reçu il y a bientôt 1 an, a ruiné sa santé. Avant, dynamique et sportif, il est aujourd'hui complètement dépendant. Il a perdu 15 kilos et souffre de paralysie partielle. Le plus pénible pour moi, c'est au niveau des mains. Dit comme ça peut paraître brutal, mais il est plus facile de se passer de ses jambes que de ses mains. J'en suis arrivé à un point où je trouve accessoire de pouvoir me déplacer. Je pense qu'on peut vivre correctement en fauteuil roulant. En revanche, on a besoin de ses mains tout le temps. Sans elles, on est perdu. Quand on veut se préparer quelque chose à manger, on a besoin de ses mains et de ses bras. Dieu merci, je n'ai aucun problème sensoriel. Je perçois encore tout. Mon gros souci, c'est que mes mains ne font pas ce que je voudrais qu'elles fassent. Elles ne réagissent pas comme mon cerveau le leur demande. Par exemple, je veux ouvrir cette plaquette de beurre. Mais je n'y arrive pas. Et là, encore un obstacle. Après la première dose, j'ai eu des convulsions dans les bras et les jambes. Mais je n'ai ressenti aucune douleur. C'est la deuxième dose qui m'a vraiment fichu un coup. Je me suis senti de plus en plus faible, je me suis mis à tomber, je ne parvenais pas à reprendre mon équilibre. Et lorsque j'ai vu que je n'arrivais plus à monter l'escalier, je suis allé consulter mon médecin. À 500 km au sud de là, dans la ville de Rottweil. C'est ici que travaillait Tamara Retzlaff, 28 ans. Il y a 1 an, après sa vaccination, elle est tombée malade elle aussi. Depuis, elle est constamment fatiguée. Elle souffre d'épuisement physique et de vertige. Le moindre mouvement lui demande de gros efforts. Tamara était employée à la gestion du centre-ville. Comme elle était régulièrement en contact avec des clients, elle a été parmi les premières personnes à se faire vacciner. Puis elle est tombée malade et l'est restée. Au début, les gens se sont montrés très compréhensifs envers moi. On pensait que ma santé allait s'améliorer. Ils m'appelaient toutes les 4 semaines pour me demander si j'avais un traitement. Et toutes les 4 semaines, je répondais « Non, je n'en ai toujours pas ». Et au bout d'environ 5 mois, on m'a licenciée. Ça fait 1 an que je suis en arrêt maladie et que je touche une indemnité. J'y aurai encore droit un certain temps, mais ça ne durera pas éternellement. Quand je pense au moment où je ne toucherai plus cet argent, je panique. Je préfère ne pas y penser.
C'est très difficile à supporter, parce que j'aimais mon ancien travail. J'ai toujours beaucoup cogité, apporté des idées. J'étais très créative, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je suis l'ombre de moi-même. J'oublie énormément de choses. C'est très douloureux quand je pense à ce dont j'étais capable avant. Comme les symptômes survenant après un vaccin anti-Covid ressemblent à ceux d'une infection par le Covid, Tamara espérait trouver de l'aide auprès de nombreux services affectés au Covid long en Allemagne. J'ai consulté plusieurs médecins spécialisés dans le Covid long. Mais chaque fois que j'ai dit que mes symptômes venaient du vaccin et non d'une contamination, on m'a rejeté. On n'a voulu ni m'examiner, ni me prendre en charge. On m'a renvoyé chez moi. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans mon cas. Depuis le début de la pandémie, plus de 12,4 milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, dont 186 millions rien qu'en Allemagne. Si l'écrasante majorité des personnes vaccinées n'ont eu aucun problème, certains ont souffert de graves symptômes. Hi. Ja. Salut, fiston. Salut. Maman va faire un peu de ménage. Je m'occupe de l'eau. Oui, ce serait sympa que tu remplisses les cartouches. Avant, Pascal était vendeur. Il a même travaillé comme bénévole dans un centre de vaccination. Aujourd'hui, il vit de ses indemnités journalières, mais dans 6 mois, il ne les touchera plus. Impossible de savoir ce qu'il se passera ensuite. Depuis presque 1 an, Pascal est complètement dépendant de ses parents. Il a consulté de nombreux médecins, mais aucun n'a encore été en mesure de l'aider. Il n'a pas été évident tout de suite que c'était une réaction au vaccin. Mais à un moment, quand j'ai cherché sur Instagram et sur Facebook, je me suis rendu compte qu'un nombre incroyable de gens étaient tombés gravement malades à la suite du vaccin et que personne ne les aidait. C'est ce qui nous est arrivé aussi. On s'est retrouvés face à un mur. Vous imaginez? Un médecin qui dit à mon fils de 35 ans « Désolé, vous allez peut-être finir en fauteuil roulant sans même faire de diagnostic ». Quand j'ai entendu ça, j'étais foudrage. Hier, on est retourné voir le neurologue. C'est une personne très bien. Il prescrit tout ce qu'il peut à Pascal, notamment des séances de physiothérapie et d'ergothérapie. Il lui a donné un arrêt maladie de 4 semaines. Mais quand je lui ai demandé si ça pouvait venir du vaccin, il m'a regardé avec un drôle d'air. Il m'a dit non, ça ressemble à une sclérose en plaques, il faut qu'il essaye des fauteuils roulants. Et là, je me suis dit, quoi? En fait, on se bat contre le corps médical, contre le ministre fédéral de la Santé, M. Lauterbach, contre l'État. Chérie, tu n'es pas obligée de récurer l'appartement de fond en comble. Ce n'est pas impeccable, mais c'est mieux qu'avant. Je n'aurais pas pu faire mieux. Pascal espère arriver à obtenir un rendez-vous avec le professeur Bernhard Schiffer au service post-vaccination de la clinique universitaire de Marbourg. Mais il est sur liste d'attente avec 6500 autres personnes souffrant de symptômes post-vaccinaux. Le professeur Schiffer fait partie des premiers médecins qui ont alerté sur ce problème il y a 1 an. Après le début de la campagne de vaccination, lancée avec grand enthousiasme, nous nous sommes retrouvés face à des patients ayant les symptômes du Covid long, alors qu'ils n'avaient aucune trace de contamination. Il s'agissait de personnes jeunes, principalement des femmes, mais relativement peu nombreuses par rapport à la masse des malades du Covid long. Nous nous sommes alors demandé d'où venait ce phénomène. 6 heures après avoir été vaccinée, j'ai eu très mal au cœur. J'ai eu l'impression de faire une crise cardiaque. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Et j'ai mis du temps avant d'arriver enfin ici. Ça fait 8 mois que j'attends ce rendez-vous.
Le professeur Schiffer et son équipe, des biologistes et des médecins, isolent certaines protéines du sang des patients pour comprendre comment elles évoluent après le traitement médicamenteux. Ils espèrent ainsi comprendre pourquoi, dans de rares cas, le vaccin déclenche un processus inflammatoire. Mais les recherches n'en sont qu'à leur début. Dans ce cas, ce qui déclenche l'inflammation, c'est le vaccin. Le corps doit réagir à la présence de l'antigène pour acquérir une certaine immunité. Il a donc besoin de cette réaction inflammatoire pour que l'immunité se développe. Mais il doit pouvoir la contenir, ce qui ne se produit pas systématiquement. C'est le cas lorsque d'autres infections sont déjà présentes dans l'organisme, ce qui arrive fréquemment. On peut parler de la borréliose, transmise par les tiques, ou bien des vers que peuvent véhiculer les animaux domestiques. La liste est longue. Il nous appartient donc de repérer ce genre de choses. C'est ce qui peut aggraver la réaction inflammatoire lors d'une vaccination. Tamara a eu la chance d'être suivie par le professeur Schiffer. Il lui a prescrit une thérapie expérimentale à base de médicaments utilisés pour traiter les AVC, ainsi qu'un changement de régime alimentaire et des exercices quotidiens. Il y a encore 6 mois, Tamara ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant ou avec un déambulateur. À présent, elle cherche à aider d'autres malades post-vaccination. Les seuls à pouvoir aider ces malades, ce sont les gens comme moi qui prennent la parole pour dire « Regardez, je vais beaucoup mieux. Avant, j'allais très mal, j'étais alitée, et à présent, je peux à nouveau marcher. » Voilà l'espoir qu'on peut donner à ces personnes. Ça, c'est moi avant la vaccination. Je faisais beaucoup de sport. J'avais un lien particulier avec la Crète, parce qu'une partie de ma famille vit là-bas. Et j'allais souvent faire du surf en France, sur la côte atlantique. J'étais en parfaite santé. Je ne tombais jamais malade, je n'avais jamais été hospitalisée de ma vie. Je n'allais même pas chez le médecin. Ça, ce sont des photos prises à la clinique de Marbourg. C'est la période où j'allais le plus mal. J'étais complètement alitée. Je n'osais pas sortir sans mon déambulateur parce que je n'avais plus d'énergie dans les jambes. J'avais la tête qui tournait et je tombais tout le temps. Depuis que je suis ce traitement médicamenteux, je n'ai plus de malaise. Je vais mieux. Et avec le temps, j'ai appris à ménager mes forces. Je sais que je ne peux plus faire autant de choses qu'avant. Malgré sa maladie, Tamara trouve l'énergie de militer sur les réseaux sociaux pour la reconnaissance du syndrome post-vaccinal, dont l'existence même peine à être reconnue officiellement. Et comme il existe peu d'endroits proposant un suivi psychologique de ce type de malade, les hôpitaux et les médecins les renvoient tout simplement vers Tamara. J'ai un peu l'impression de pallier les manques du ministère de la Santé. Pour eux, c'est pratique que je me charge de ça, bénévolement alors que je suis malade. Mais si je ne le faisais pas, qui le ferait? J'ai reçu récemment un email qui commence comme ça. « Chère Madame Retzlaff, c'est l'hôpital d'Heidelberg qui m'a aiguillée vers vous. » Et ensuite, un très long message où cette personne m'explique qu'elle va très mal, que personne ne l'aide et qu'elle ne reçoit aucun traitement médical. J'ai eu beaucoup de messages de ce genre les derniers temps. Ah, en voilà un autre. Je me permets de t'écrire après avoir eu tes coordonnées par Madame Untel de l'hôpital d'Heidelberg. Quand je lis ça, j'ai l'impression d'être dans un film. Un hôpital renvoie des malades vers moi, une personne ordinaire, malade elle aussi, dans l'espoir que je puisse les aider. Le gouvernement aurait dû prévoir que les choses pouvaient mal se passer. Je ne comprends pas comment, dans ce type de situation, on peut foncer tête baissée en se disant qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Pourquoi n'y a-t-il aujourd'hui aucun lieu d'accueil? Pourquoi les personnes comme moi ne sont pas aidées? D'après l'Institut Paul Ehrlich, 0,02% des personnes vaccinées contre le Covid-19 ont subi un grave effet indésirable après l'injection, c'est-à-dire une maladie durant plus de 6 mois.
Sur les 186 millions de doses administrées en Allemagne, cela représenterait environ 37 200 personnes. Statistiquement, ce chiffre de 0,02% correspond à la moyenne observée pour les vaccins courants. Mais pour les personnes concernées, ce sont des données abstraites qui ne les aident guère au quotidien. Si vous pensez vraiment souffrir de ce genre de douleur, je vous conseille de vous tourner vers votre médecin traitant. Il en fera à son tour le signalement auprès de l'Institut Paul Ehrlich, pour que nous ayons une vue d'ensemble. Ensuite, nous pourrons réfléchir à un traitement. Mais bien sûr, on y est allé voir le médecin traitant de Pascal, évidemment. Et il a dit, effectivement, c'est inquiétant, monsieur Mertens, mais je n'y peux rien. Un syndrome post-vaccinal, que voulez-vous que je fasse? Aller voir un orthopédiste, aller consulter un neurologue, avertir l'Institut Paul Ehrlich? Ça, c'est à vous de le faire, pas au médecin, ça nous prendrait trop de temps. Et avec ça, l'Institut Paul Ehrlich nous sort des chiffres. Comme Pascal n'arriverait pas à amortir sa chute, il doit toujours être accompagné quand il monte ou descend un escalier. Il y a quelques jours à peine, il s'est cassé le pied en tombant. Je suis systématiquement avec lui dans ce genre de situation, parce qu'il a déjà fait plusieurs chutes. Je pose d'abord la canne pour avoir les deux mains libres. J'ai aussi fixé mes sacs sur mes épaules. Comme ça, dès que Pascal sent qu'il est en difficulté, je peux tout de suite l'agripper. Au mieux, je l'empêche de tomber. Au pire, il me tombe dessus doucement. Mais autant empêcher qu'il se casse autre chose et devienne complètement invalide. Très bien. On continue. Je n'ai pas l'impression que mes parents soient agacés par cette situation, mais ce serait logique qu'ils le soient. Actuellement, ils passent tout leur temps à s'occuper de moi. Je dépends entièrement d'eux. C'est terrible. Ils ne peuvent pas s'absenter, même pour quelques jours. Sinon, personne ne serait là pour m'aider. Je serais bon à rien. Merci, le reste, j'y arrive. Pour que Pascal puisse prendre l'air, ses parents font des sorties avec lui. Aujourd'hui, il l'emmène voir sa sœur de 28 ans, qui fait du sport de haut niveau pendant ses loisirs. À une époque, elle courait avec son frère. Aujourd'hui, il est réduit au rôle de simple observateur. Ça me brise le cœur de voir ça. Il faut bien se dire qu'avant, Pascal était très sportif lui aussi. C'est terrible de voir que sa sœur a maintenant le double de sa masse musculaire à lui. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci. Ça va comment, les jambes? C'est pas génial. Pascal passe à présent beaucoup de temps en famille. Depuis le début de sa maladie, son cercle d'amis s'est réduit. C'est pénible pour lui de devoir toujours expliquer sa situation. Je trouve ça hallucinant que des inconnus qui entendent parler de ma situation puissent dire « Mais non, ce n'est pas possible. Qui connaît mon corps mieux que moi, ou ma famille? Tout le monde sait comment j'allais avant la vaccination, et à quelle vitesse ma santé s'est dégradée peu de temps après les injections. Le vaccin, c'est la seule variable. Rien d'autre n'a pu jouer un rôle. Je n'ai pas passé de vacances dans un pays étranger où j'aurais pu être contaminé par un virus, ce genre de choses. Je ne l'invente pas, mon état de santé. Avant sa vaccination, Pascal était très sportif. Sa mère nous montre des photos de lui avec sa sœur. Il faisait le tour des festivals, avait beaucoup d'amis et était plein de vie.
Il avait la vie devant lui. Il a seulement 35 ans. Il aurait pu faire tellement de choses, mais plus maintenant. Il n'a plus de vie sociale. Parmi ses amis, beaucoup se sont éloignés de lui en raison de ses problèmes de santé. Avant, on l'invitait à sortir boire une bière. Aujourd'hui, on ne lui demande plus puisqu'il en est incapable. Il ne peut plus aller seul en ville. Il a déjà du mal à descendre un escalier. Il faut le déposer en voiture, le rechercher puis le ramener chez lui. Quand il se déplace avec son déambulateur, il risque de tomber s'il ne fait pas très attention. Ça ira, merci. Attends, s'il te plaît. Vas-y. Merci. À cause de la maladie, Pascal a de moins en moins confiance en lui. J'ai l'impression d'être inutile. Je ne contribue plus à rien dans la société. Ça, c'est vraiment le pire pour moi. Ne plus pouvoir agir de mon propre chef. Je me sens comme un papy de 90 ans, qui se contente de végéter dans son coin. Tamara, qui n'a plus envie d'attendre que la classe politique prenne des mesures, a fondé un groupe d'entraide. Allô? 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 Tout d'abord, c'est formidable que vous soyez tous là aujourd'hui. Il compte 1 millier de membres qui prennent la parole pour parler de leurs problèmes physiques et de leurs interactions avec les médecins. Personne ne sait ce que c'est. J'ai reçu plusieurs diagnostics différents. On m'a parlé de griffe cubitale, mais dans ce cas, ma main serait crispée. Et ce n'est pas le cas. Avec ma main normale, je peux forcer comme ceci. Main normale, main refermée. Mais l'autre, elle est bloquée, tout le temps. J'ai dû être hospitalisée parce que mon rythme cardiaque et ma tension sont montés en flèche. J'ai eu l'impression d'avoir un infarctus ou un AVC et je ne sentais plus mon bras droit. À l'hôpital, on m'a dit « Ce n'est rien, allongez-vous une demi-heure, vous allez rester en observation. Ensuite, vous pourrez vous relever et rentrer chez vous. Vous êtes surmené. » Mon psychologue m'a dit que j'avais subi un trauma à cause du vaccin, du choc anaphylactique et du manque de considération des médecins. Je ne rentrais pas dans les cases. On m'a dit que c'était psychosomatique et que c'était rien, et qu'il suffisait que je prenne du repos pour aller mieux. Certaines personnes souffrent de graves problèmes psychiques parce qu'on ne les écoute pas. Certaines se retrouvent avec des pensées suicidaires. Alors qu'elles sont très malades, personne ne veut les soigner. Elles en viennent à douter terriblement. Je reçois des messages de gens qui veulent se jeter sous un train. Et je n'ai aucune formation pour ça. Je ne sais pas du tout comment réagir ni comment les aider. Pas plus tard que la semaine dernière, une femme s'est jetée par la fenêtre. Au début de sa maladie, en décembre de l'année dernière, Pascal a été hospitalisé dans le service neurologique de la clinique universitaire de la ville d'Essen. On lui a diagnostiqué un trouble nerveux progressif, mais personne n'a voulu parler de syndrome post-vaccinal. Le médecin qui a traité Pascal à l'époque, le professeur Kleinschnitz, fait partie de nombreux médecins qui ont du mal à reconnaître l'existence de ce phénomène. Nous lui montrons les images que nous avons tournées. Quand on a une griffe cubitale, c'est parce que les nerfs ne pilotent plus correctement les muscles. Mais moi, je n'ai pas les mains crispées. Je peux les desserrer. Elles ne sont pas bloquées. Je peux les tordre facilement.
Ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est que le muscle qui les tient en place est aux abonnés absents. Il n'est plus là, tout simplement. Personne ne sait ce que c'est. J'ai reçu plusieurs diagnostics différents. On m'a parlé de griffe cubitale, mais dans ce cas, ma main serait crispée. Et ce n'est pas le cas. Sur cette vidéo, on voit bien une paralysie sévère de la main gauche. C'est une paralysie flasque dans les muscles distaux. Pas de doute, c'est un déficit neurologique lourd. C'est quelque chose qu'on peut examiner, mesurer. C'est également présent chez la dame. Maintenant se pose une autre question. D'où cela vient-il? On observe souvent ce symptôme en neurologie, quand un patient arrive avec une griffe cubitale. Une pathologie fréquente en neurologie peut survenir accidentellement au moment d'une vaccination. Lorsqu'on administre, disons, 180 millions de doses, il y a forcément des chances pour qu'une pathologie courante se déclare, mais par hasard. On ne peut pas parler de séquelles post-vaccinales juste parce que des gens affirment en souffrir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où on reconnaît ce phénomène, cela a des conséquences. Premier point, cela risque de ne pas aider la campagne de vaccination, une cause à laquelle je suis très favorable. Ce vaccin représente un bénéfice considérable. Si l'on disait, sur la foi de récits faits par des patients, qu'il produit tel ou tel effet secondaire, cela ferait sûrement du tort à la campagne de vaccination. Ensuite se poserait la question des indemnités. Il faudrait déterminer qui pourrait les toucher et qui ne le pourrait pas. Elles seraient conditionnées par des facteurs médicaux valables et non par ce que croient certaines personnes. Si l'on reconnaissait une relation de cause à effet, ce serait très coûteux pour la société. Il faut le dire de façon claire. Dans les médias, on entend que les effets secondaires du vaccin sont moins sévères que les effets d'une contamination par le Covid. Des scientifiques ou des médecins affirment même qu'il n'existe pas, que c'est psychosomatique. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Qu'à cause de ce genre de discours, on finisse par ne pas faire de recherche sur cette maladie. C'est ça qui m'effraie. Si la pathologie qui affecte Pascal était reconnue, il aurait droit à une indemnité mensuelle de l'État allemand. Il faut dire les choses clairement. Évidemment, ça ne soulagerait pas ses douleurs, mais ça lui simplifierait beaucoup la vie. Par exemple, si on ne pouvait plus l'emmener en voiture, il pourrait se payer un taxi tous les jours pour faire ses séances d'ergothérapie ou de physiothérapie. Ou alors il engagerait une personne pour lui faire le ménage ou les courses. Il est dans une situation dramatique. Il faut que cette maladie soit reconnue. C'est capital. Bien qu'il suive en permanence des personnes ayant souffert du vaccin, le professeur Schiffer demeure un fervent partisan de la vaccination. En effet, d'après lui, le risque de subir des effets secondaires n'est pas plus élevé avec le vaccin contre le Covid qu'avec n'importe quel autre vaccin. Ce n'est pas la solution de ne pas se faire vacciner. Parce que la probabilité d'avoir un Covid long, même après une infection bénigne, est largement plus élevée que celle d'avoir des effets secondaires post-vaccin. Et je ne souhaite vraiment à personne de souffrir du Covid, surtout dans sa forme grave, celle qu'on a pu observer dans les services de soins intensifs. C'est ce que nous voulons éviter grâce à une campagne de vaccination efficace. La famille Mertens envisage à présent de faire subir une hémodialyse à Pascal, un traitement censé avoir aidé de nombreuses personnes comme lui. Elle consiste à épurer le sang des patients en évacuant les auto-anticorps. Reste que son efficacité n'a pas été établie sur le plan médical. Notre dernier espoir repose sur une immunoadsorption, c'est-à-dire une hémodialyse d'un type particulier. Elle va nous coûter 15 000 €. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce qu'il n'existe aucune étude clinique. Les légumes commencent à ressembler à quelque chose. Et les patates douces aussi. Parfait. D'ici, ça a l'air bon.
On va y arriver. On a déjà surmonté beaucoup d'obstacles. On est prêt pour la suite. Évidemment, une merde comme ça, c'est dur à vivre. On essaie de rester positif, même si ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est une colère irrépressible qui me permet d'avancer. Évidemment, il y a des moments où j'enrage, parce que je suis désemparé face à des situations de la vie quotidienne. Mais malgré ça, j'essaie de garder le sourire. J'ai quand même le moral. Et je tâcherai de continuer comme ça. Ça fait 1 an que ça dure. Pendant 1 an, je n'ai jamais cessé d'espérer recouvrer la santé. Mais depuis, j'ai abandonné cet espoir. Je sais que ça n'arrivera pas. Je n'y crois plus. Ce que je crois, c'est que j'arriverai à atteindre un niveau qui me conviendra. J'avancerai moins vite en connaissant mes limites. Mais je suis déjà très contente d'avoir autant progressé. On estime que le vaccin contre le Covid-19 a sauvé 14 millions de personnes dans le monde. Mais si la majorité des vaccinés a bien supporté cette injection, d'autres en conservent de graves séquelles. Ces malades-là ont besoin d'aide sur le plan politique, médical et social, de toute urgence.